On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com dans quelques instants. Il y a quelqu'un de chez nous qui a reçu un prix national hautement prestigieux. On en revient dans quelques instants. Mais d'abord, lui, il est l'ex-maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s'appelle Michel Fecteau. Il est extrêmement déçu de voir que le REM ne viendra pas à l'intersection des autoroutes 10 et 35. Cette nouvelle a eu l'effet d'une douche assez froide sur le milieu économique de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, le fait qu'on nous annonce finalement que le prolongement du REM ne viendra pas à l'intersection des autoroutes 10 et 35. Parmi les personnes plusieurs personnes ont réagi à ça, mais une d'elles, je pense que lui, il est amèrement déçu de ça. Il a joué dans ce film-là, peut-être au début de l'histoire. C'est l'ex-maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric. Comment ça va, premièrement? Merveilleusement bien. La santé est bonne? La santé est bonne, on fait avec, on motive du monde qui sont un peu affaiblis par la COVID, là, le moral. Mais non, excellent, ça va très, très bien. Bon. Pas d'ambition politique? Non. Bon. Donc, c'est vraiment une vraie retraite, là, mais active. C'est une retraite active, mais on fait ce qu'on a le goût de faire. Et j'accompagne des gens en ce moment, puis ça va super bien. Mais pour la politique, on va essayer d'aider ceux qui se motivent pour les bonnes raisons. Sinon, j'ai joué mon rôle à un moment donné, puis il faut passer au suivant. Bon. Quand vous avez vu cette annonce-là, qui a pris un peu tout le monde par surprise, honnêtement, même c'était à se demander, même si nos propres députés n'ont pas été un peu pris par surprise aussi par cette annonce-là, parce qu'on sait que c'est un engagement de la CAQ. Là. Donc, pour Claire Sanson, pour Louis Lemieux, pour Jean-François Roberge à Chambly, c'est quand même un morceau important de la plateforme de la Coalition Avenir Québec. Là, d'apprendre finalement que la Caisse de dépôt dit non, on ne peut pas faire venir le projet parce que, dans le fond, quand on calcule ça, c'est pas payant de faire ça. Bon. On peut discuter si c'est vrai ou c'est pas vrai, là, c'est un peu plus technique. Mais explique-nous un peu, il y a plusieurs années, quand vous étiez maire, en 2013 et 2017, c'était quoi les discussions qu'on avait là-dessus pour pousser le projet du REM? Bien, en fait, puis je vais tenter d'être le plus clair possible. Premièrement, c'était pas juste un rêve, c'était pas juste un souhait. C'est très, très réfléchi. C'était avec le Conseil économique, René Bouchard, qui était président du Conseil économique à l'époque, parce qu'on travaillait pour emmener des entreprises. Et ici même, à cette même tribune, je t'ai dit souvent que mon objectif, à l'époque, était que les gens travaillent des emplois de qualité, ici même à Saint-Jean. Emploi de qualité, là, c'est d'embauche du premier ministre actuel. C'est très présent. Aussi, quand on a commencé à faire le détail avec la MRC, c'est parti de la MRC, on a dit, au lieu de s'en aller, gros gens comme devant, on a décidé de faire une étude qui a coûté 50 000 à l'époque, qui regroupait là, tout l'ensemble qui touche l'autoroute 10, OK? Toutes les villes à proximité. Mais là, j'ai eu des discussions avec Denis, le maire de Chambly à l'époque. J'ai eu des discussions avec le maire Bonnet de Granby, même M. Fauteux de Brome-Missisquoi, ça me surprenait à l'époque pourquoi. Là, on a commencé à dire, qu'est-ce qui fait que l'autoroute 10 est continuellement bloquée, peu importe l'heure? OK? Puis après ça, j'ai commencé à regrouper les MRC qui étaient intéressés. J'ai fait des chiffres ce matin, là, les MRC qui étaient impliqués. Il y avait 4 MRC intéressés à ce que ce projet-là s'en vienne. On était presque 1,5 million de personnes. OK? L'autre phénomène important, on vient d'autoriser la construction, le parachèvement de l'autoroute 35. C'est le plus important corridor de commerce Québec-Montréal-Boston, donc dans l'autoroute 35. On se souviendra que l'autoroute 35, on parle d'électrification des véhicules, puis on parle de l'environnement. Ça a été la première autoroute dans laquelle on a mis des bornes au niveau des bornes électriques, au niveau des futurs véhicules électriques. Si tu te souviens aussi, Éric, on a fait des démarches économiques où on avait possiblement l'implantation d'un fabricant d'autobus électriques qui n'est jamais venu. Et tout dernièrement, pourquoi le projet on a poussé? Bien, c'était la venue possible, qui à un moment donné, on ne saura jamais pourquoi que ça a été arrêté, mais la venue de Peugeot pour construire des véhicules électriques ici même à Saint-Jean. Ça, c'est tous les balbutiements du projet en amont qu'on a travaillé avec les tenants et les aboutissants de ça. Qu'est-ce que vous comprenez de la décision de la Caisse de dépôt aujourd'hui de dire c'est pas rentable de prolonger le REM jusqu'à Saint-Jean-Chambly? Difficile de comprendre parce que là, ce qu'on est allé faire les représentations à la Caisse de dépôt, le premier 3 minutes a été un accueil glacial. Alors, on pensait même de s'en tourner sans même avoir à présenter. On parle de leadership. J'ai juste demandé à notre intervenant, j'ai dit, est-ce que vous pourriez au moins lire les grandes lignes des orientations de ce qu'on veut vous présenter ce matin? Il a pris 5 minutes, il a fait le tour, puis il me dit, écoutez, nous, là,
Je pense que vous avez de quoi qui tient la route. Il faudrait que vous ayez l'aval du gouvernement et qu'on puisse faire l'étude de faisabilité. OK. OK? Alors, on est parti de là et il nous a confirmé. Et là, on a travaillé après ça avec le gouvernement, avec le ministère des Transports à l'époque. On a travaillé avec M. Poitier qui était là. Ça, c'est pas la CAQ qui était le gouvernement qui était en place. Et à un moment donné, il y avait une orientation pour dire qu'on voulait pousser de l'avant pour avoir l'étude de faisabilité. Maintenant, on a des résultats qui nous disent, on n'a pas de chiffres. On a dit, bien, on ne peut pas y aller, ça ne sera pas rentable. Ça ne sera pas rentable basé sur quoi? Moi, je peux dire qu'à l'heure actuelle, les impacts qui vont venir rapidement, là, les gens là, qui vont partir de Saint-Jean là, avec l'autobus, là, OK, je ne pense pas qu'ils se rendent à l'heure actuelle à Brossard en autobus. Ils vont peut-être utiliser leur voiture. Pour se rendre à Brossard. Ouais. Ben voilà. Mais si tu regardes tout ce qui s'est construit là, alentour du REM, un peu comme il appelait les train stations, là, imagine 2 minutes là, que tu vas amener le monde tout là avant de t'en aller à Montréal. Je regarde juste ce qui s'est bâti. Si ce monde-là débarque, là, je ne sais pas combien de wagons de matin vont avoir à mettre à disponibilité que le monde se rende à Montréal. Puis ceux qui vont arriver de Saint-Jean par autobus, ils vont être où? On va les localiser où? Et dans le temps des discussions, Éric, on avait des discussions avec le maire de Chambly qui dit, écoute, ton monde sont rendus qui viennent à mon stationnement incitatif au lieu de s'en aller chez vous pour raccourcir le temps. Puis pourtant, si on regarde l'autoroute 10, il y avait des idées de bâtir l'autoroute 10, de l'agrandir. Moi, je vous ai dit à l'époque, comment ça va coûter faire le parallèle entre mettre du bitume puis plus de voitures ou emmener le réseau au 10 à 30. Là, le député Lemieux dit, écoutez, bon, oui, c'est décevant, mais attendez, on va revenir avec d'autres choses. Oui. Êtes-vous confiant? Bien, revenir avec d'autres choses, il y en a des plans. Est-ce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, quand j'ai écouté Suzanne, la mairesse de Sainte-Julie, OK, qui parlait que ça serait le fun de l'amener jusque-là, bien, un matin, j'avais fait des chiffres. À un moment donné, il dit combien tu as de monde qui vont là, puis qu'est-ce que tu peux développer d'industrie. Prenons un exemple, Varennes. Varennes, là, avec des terrains disponibles, là, il y a des gros projets qui s'en vont là, mais j'espère que le maire de Varennes va essayer de dire au monde, restez chez nous, puis bon, on va passer chez nous, que d'essayer de dire, m'a prendre un RM. Mais là, on parle même de l'amener à Boucherville ou à Châteauguay. Oui, mais encore là... Et même à Boucherville, le maire n'est pas tant de bonne humeur. Là. Non, pas vraiment. Puis Châteauguay, c'est parce qu'il faut regarder, là... Je vais donner un autre exemple concret, là, quand on veut... Parlons des autres avenues. Quand tu vas à Ottawa le matin, OK, ils font le transport en commun, tu as tous les autobus qui suivent, là. Moi, je suis allé en conférence, en meeting, 4-5 fois. Puis à un moment donné, je regardais les autobus aller. Il y en a qui ont du monde dedans, il y en a qui n'ont pas. Eux autres, ça servent, là. Exemple, tu prendrais Tachereau, là, à partir de... Va-t'en jusqu'à Candiac, si tu veux, puis viens-t'en jusqu'au métro de Longueuil. Et à un moment donné, il y a des autobus, ça finit plus. Ça coûte moins cher que bâtir des artères. Croyez-vous que la décision de la Caisse de dépôt est irréversible? Pensez-vous que s'il y avait des pressions politiques de Saint-Jean, Chambly, Bromont, peu importe là, est-ce qu'il est minuit moins une ou il est minuit et une puis qu'il est trop tard puis moi, je pense que, passer notre appel? Honnêtement, je vais répondre, il n'y a jamais trop tard. Ça, c'est sûr que c'est une volonté politique, c'est une volonté de budget. Mais je pense que c'est bien beau Est-Ouest, mais on a aussi l'axe Nord-Sud. Moi, je pense que si on s'arrête, OK, au corridor là, important entre Montréal-Boston, quand le 35 va être fini, il faut revenir à la charge. Là. Maintenant, quand on part de là, si on regarde la configuration, nous, on avait regardé avec le maire de Chambly, avec M. Bonin, avec M. Fauteux, le préfet qui est le préfet, M. Douceur du maire de Richelieu, on regardait combien de gens pourraient embarquer là-dedans. Le maire de Granby me disait, ton festival des Montgolfières, moi, je l'aime bien, là, mais c'est pour la clientèle de chez nous qui voyage à Montréal, là, c'est l'enfer, parce qu'on sait, quand on a des artistes populaires au festival, ça commence de bonne heure dans l'après-midi, puis on n'est pas capable de se rendre. T'sais. Puis l'autoroute 10, il y a une limite, parce que c'était pas tant d'emprise que ça. Là, mais ils ont de la place, exemple. Où est la compagnie de transport, Papineau, là, sur la voie de service? Bien, aux côtés de ça, tu as tout un espace que si tu veux faire un stationnement incitatif, tu en as là, il y en a. Puis les terrains appartiennent au MTQ. Là. Qu'est-ce que les élus de la région élargie de Saint-Jean, là, puis j'inclus Chambly, Bromont, Granby et compagnie, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Parce que là, tout le monde va être en élection municipale. L'enjeu du transport va revenir forcément parmi les sujets électoraux. Qu'est-ce que les élus de ces villes-là devraient faire là, dans la prochaine année? Moi, je pense que... D'ailleurs, j'ai placé un appel à M. Lemieux, par l'entremise de François Desrosiers. Moi, je pense qu'il faudrait revoir les études qui ont été faites. Le plan de transport de Montérégie, qui date de 2001, il ne faut pas réinventer le bouton en 4 trous. Regardez l'étude qu'on avait demandée, qu'on a apportée à la Caisse de dépôt et placement. On a commencé à regarder ça. Regardez le développement économique, comment ils vont se faire. Parce que là, le danger qui arrive, c'est que si on s'en va là,
on va s'en aller plus, on va favoriser un coin au détriment de l'autre. À l'heure actuelle, là, le navettage de main-d'œuvre, OK, qui est important pour nous, là. Puis, tu te souviens, Denis Coderre était venu comme conférencier à la Chambre de commerce. La Chambre m'avait demandé est-ce que tu peux intervenir qu'ils viennent. Puis, on en avait parlé de ça. On avait parlé justement de ça. Moi, mon inquiétude, c'est qu'il y a une facture de transport. On avait mis le transport 7 jours par semaine. C'était l'initiative de mon équipe à l'époque. Mais là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que les gens vont décider de faire? Puis évidemment, le navettage va être important. Puis l'axe est aussi important parce que Chambly se développe. Je vais aller plus loin que ça. Dans la décision qu'on avait rencontrée, le maire de Calignan à l'époque, on avait même allé au-delà de dire ce qui est de ce côté-ci, la 35, quand on sort vers Saint-Jean, est-ce qu'il y aurait lieu de s'adresser au ministère des Affaires municipales puis de prendre cette bande-là, là, qui a l'air illogique, de Calignan, puis s'en venir chez nous? On l'avait déjà amorcé, ça. Parce qu'on sait qu'au coin, là, il y a des gens qui touchent à 104. Là. Ouais. Bon, là, j'ai eu des discussions avec des gens. Je connais bien le maire de la Prairie. Jusque-là, ils disent, mettons qu'on utilisait la 104. Quelle mauvaise idée. Comment tu vas faire pour navetter puis complètement là, utiliser un milieu urbain qui est le boulevard Saint-Luc, là, me semble de voir comment tout ça va s'en aller. On parle de Bernier. Ça fait longtemps qu'on a parlé que Saint-Jean a dû avoir une route de ceinture, puis on dit que ça ne pourra pas se faire. C'est drôle, je vais t'amener ailleurs. Il y a une route de ceinture qui s'est faite à Farnham qui passe, qui s'en va à l'Ange-Gardien, en plein milieu des terres, où il n'y a pas de monde du tout, là. Puis on n'est pas capable de faire ça ici. Une volonté politique. Moi, je pense que M. Lemieux, Mme Sanson, M. Roberge, Mme Charest devraient se rencontrer avec le ministre Bonnardel, qui est à Granby. Ben oui, en plus. OK, puis de dire, excusez-moi, là, dans le temps, on avait eu un projet, là, puis je pense qu'on voudrait peut-être y activer. Est-ce que, exemple, est-ce que c'est le train, on va reparler du train, à un moment donné, tu sais? Est-ce que c'est le train qui devrait revenir en ligne? Je sais qu'on a des gens qui ont travaillé beaucoup. M. Turcotte, à l'époque, avait fait faire une étude, puis il disait, bien qu'on arrive à Candiac, ça va bloquer. Je ne sais pas, mais à un moment donné, c'est pas l'agrandissement d'autoroute 10 qui va venir, environnementalement parlant, être payant, et non plus qui va faciliter la tâche. M. Fecteau, c'est fort intéressant. Le temps file, c'est tout le temps qu'on a. On vous réinvitera pour parler d'autres sujets. Mais visiblement, je pense que tous les enjeux de transport sont loin d'être terminés avec les élections municipales à venir, puis provinciales dans pas tant long non plus. Là. Donc, je pense que ça va revenir à l'agenda. Je pense que les gens avec une vision là, vont sûrement remettre ça à l'agenda. Michel Fecteau, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Reste avec nous. Au retour, on vous parle du prix Aline et Marcel Lafrance, un prix national qui a été décerné à quelqu'un de chez nous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, une émission qui va venir nous chercher droit au cœur. Absolument. En deuxième partie avec Dino Massanotti et en première partie, l'informateur Joannis à Macédoine Sportive. On l'aime aussi, lui. Ah oui, William Julier. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Le Haut-Richelieu a, depuis plusieurs années maintenant, une cellule de mentorat d'affaires qui est chapeautée, entre autres, par le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. Et tout ça est chapeauté sur le plan national par ce qu'on appelait autrefois le réseau M, le réseau mentorat. Et à chaque année, évidemment, il y a un gala national. Il y a des prix qui sont attribués. Et notamment, il y a un prix national extrêmement prestigieux qui s'appelle le prix Aline et Marcel Lafrance. Et cette année, le récipiendaire de ce prix-là, c'est le chef mentor de la cellule de mentorat d'affaires du Haut-Richelieu, Rosaire Quévillon, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et félicitations. Bien, merci.
Expliquez-nous un peu, Rosaire, en quoi ça consiste pour que les gens comprennent un peu. On comprend le mentorat, on comprend que c'est chapeauté par le réseau mentorat et tout ça, mais le prix Aline et Marcel Lafrance, il représente quoi? Le prix Aline et Marcel Lafrance est décerné, semble-t-il, à des personnes qui se sont engagées bénévolement, particulièrement au niveau du mentorat, mais aussi dans d'autres activités, pas exclusivement le mentorat. Mais je vais m'attarder aujourd'hui pour donner de l'information sur le mentorat, à savoir que ce sont des personnes d'expérience qui ont déjà eu des entreprises, qui ont travaillé avec des employés, etc. Et puis qu'à cause de ces expériences-là, peuvent accompagner d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui, souvent, ont moins d'expérience. Mais pas nécessairement. J'ai eu des personnes qui avaient déjà beaucoup d'expérience, mais voulaient échanger avec une autre personne qui avait aussi de l'expérience. Donc, à ce moment-là, on est sur le même pied et puis, mutuellement, on se supporte là-dedans. Bon, est-ce que c'était pas la première fois que vous étiez en nomination pour ce prix? Non, l'an dernier aussi, mais j'étais pas assez bon. Vous étiez meilleur cette année? Il semblerait. Non, j'ai rajouté une année d'expérience, si vous voulez. Ouais. Là, c'est une blague. Okay. Mais dites-moi, exemple, les gens avec qui vous étiez en nomination l'an passé ou les gens avec qui vous étiez en nomination cette année, ça ressemble à quoi, dans le fond, pour que les gens comprennent qui étaient vos compétiteurs, entre guillemets? C'est des personnes exactement bien impliquées dans leur communauté et bien impliquées au niveau du mentorat, qui ont plusieurs années aussi d'expérience en relation mentorale. On n'arrive pas là la première année, c'est bien sûr. Alors, il faut être patient, mais moi, ce n'est pas ce que je recherchais, c'est bien sûr. Je cherchais du plaisir avec les mentorés. Et c'est ce que j'ai eu durant 19 ans, beaucoup de plaisir avec les mentorés. C'est pour ça que c'est surprenant d'être récompensé pour ça. La cellule du Haut-Richelieu a déjà eu une de ses chefs mentors aussi qui a reçu le même prix que vous. Oui, Marie Godette, qui a déjà reçu ça il y a plusieurs années. Maintenant, Marie, bien, avec le temps, n'est plus en mesure d'accompagner des mentorés. Mais c'est ça. Donc, Marie Godet a déjà été la récipiendaire aussi du prix Aline et Marcel Lafrance. Oui. Déjà été donc chef mentor. Il faut comprendre que ce gala s'est tenu jeudi dernier virtuellement, donc par Zoom. Il y avait quand même 500 personnes dans cette réunion virtuelle, un gala virtuel. Et au moment où on a décerné le prix, on vous a senti, disons, un peu ému. C'est mon défaut. D'ailleurs, il y a une personne de la cellule qui me traite de braillard. Et puis, c'est curieux de dire ça. Mais effectivement, quand j'ai des émotions, la pression monte à l'intérieur et c'est comme les yeux deviennent comme un volcan qui crache des larmes. Et l'émotion venait d'où? Pourquoi vous étiez autant ému de recevoir ce prix? Je ne m'attendais pas à avoir autant de reconnaissance. Je me suis amusé. Je n'ai pas l'impression d'avoir aidé tant que ça. Mais actuellement, je suis quasiment obligé de l'admettre avec ce que j'ai entendu des mentorés et des textes que j'ai lus aussi de mes mentorés, actuels et ex-mentorés. Je dis, finalement, j'ai peut-être été utile. Mais on ne le réalise pas sur le coup. On travaille avec des amis. Puis comme je disais, moi, je suis porté à tomber en amour avec mes mentorés. Que ce soit des hommes ou des femmes, je tombe en amour. Mais entre guillemets, là, entendez-vous bien. Et puis, j'aime bien ces gens-là et on fait un bon bout de chemin ensemble. C'est très agréable. Donc, vous avez fait quoi? Presque 20 ans de mentorat au total, si on arrondit les chiffres. Vous avez accompagné plus d'une vingtaine, 23 entrepreneurs au fil des ans. C'est beaucoup d'entrepreneurs, c'est beaucoup de rencontres, de ce qu'on appelle des dyades, dans le fond, des gens qui, un mentor et un mentoré, là, qui se rejoignent ensemble. C'est quand même... Il y a une forme de privilège aussi là-dedans. Oui, c'est plusieurs heures, mais je vais me répéter, c'est des heures de plaisir que je passe avec ces gens-là et j'espère que je vais avoir l'occasion de continuer encore. C'est bien sûr que le temps me rattrape, mais le fait de travailler avec des jeunes, bien, on n'a pas le choix de s'adapter et je pense que c'est une forme de lutte où ça restreint l'âgisme. Alors, même si on approche de 80 ans là, dans 2 mois, c'est quand même, je me sens encore jeune
pour pouvoir travailler avec ces gens-là. Quelle différence pensez-vous que vous avez pu faire dans la vie de ces 23 entrepreneurs? Je vais me référer à ce qu'ils ont dit ou ils ont écrit. Ils ont dit, voici, moi, tu m'as pas permis de progresser, pas seulement au niveau professionnel, au niveau d'entrepreneur, mais au niveau personnel. Et il y a des gens qui semblent avoir, d'après leur écrit et leur dire, avoir progressé beaucoup au niveau personnel. Je ne suis pas un psychologue, mais il semblerait que notre relation les a aidés aussi. Et bien sûr, a priori, au niveau professionnel, c'est-à-dire comme attitude entrepreneuriale. Bon, dites-moi, pour que les gens connaissent un peu le personnage, dans votre vie professionnelle d'avant la retraite, vous étiez principalement un cadre scolaire, mais aussi avec une expérience d'affaires ou privée. Expliquez-nous un peu le lien entre les deux. Oui, j'étais cadre scolaire et puis je taquine en disant, au lieu de me tourner les pouces, bien, j'ai fondé 4 compagnies. Mais remarquez bien que je pense que j'avais le sens de la délégation, ce qui m'a permis de faire du copartenariat avec des actionnaires et eux s'occupaient surtout de l'entreprise comme telle. Et moi, bien sûr, j'étais à l'extérieur pour gérer et aussi administrer tout le contexte. Bon. Mais il faut savoir bien s'entourer de personnes qui en connaissent plus que toi dans certains domaines. Quand j'étais à coactionnaire dans l'immobilier, je suis allé chercher quelqu'un de la construction. Coactionnaire dans un garage, je suis allé chercher un bon mécanicien qui avait de l'expérience. Et ça a été comme ça. Et puis après ça, bien, les gens faisaient le travail. Parce que quand même, comme cadre scolaire, faire sa part, là, il y a du boulot là aussi. Qu'est-ce que vous faisiez comme votre carrière en éducation? Ça ressemblait à quoi? Directeur d'école, surtout. Mais au départ, j'étais coordonnateur au service éducatif, à la commission scolaire, au centre administratif de la commission scolaire. Mais par après, j'ai traversé comme directeur d'école et là, j'ai été 15 ans directeur d'école. Alors, c'est ça, les cadres scolaires, comme tel. Mais n'oubliez pas, j'ai enseigné quand même 6 ans avant. Et puis, après ça, bien, j'ai été tabletté comme cadre. Mais dans le fond, vous avez terminé votre carrière scolaire comme directeur d'école? Oui. Oui, directeur d'école. Et à ce moment-là, j'étais au premier cycle du secondaire. Mais je suis allé aussi à l'enseignement général à la polyvalente, la formation professionnelle jeunes et adultes aussi. Alors, j'ai touché à peu près à toutes les catégories de directeur d'école. Et pourquoi, quand on a un job à temps plein comme cadre scolaire, on a encore le goût et le temps de s'investir dans des projets autres comme les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé? Oui. Les entreprises, c'était mon hobby, mon jeu pour m'amuser. C'est le côté que, à la place d'aller au golf, j'ai jamais joué au golf, j'ai pas joué au hockey, rien. Au lieu de faire ça, bien, je m'amusais, si vous voulez, à gérer des entreprises. Mais aussi, j'étais impliqué, par exemple, dans le Festival de la crevette à Matane, dans les 4 roues motrices de Matane, etc., et tout ça, mais toutes des hobbies. Et les entreprises faisaient partie de mes hobbies. Il y a des entrepreneurs qui vont dire « Hey, c'est pas un hobby, c'est un entrepreneur. Ouais. » C'est occupant. Mais les gens savaient que j'étais occupé, les conditions étaient mises au départ, on avait une bonne convention d'actionnaires. Et puis, heureusement, les entreprises ont très bien fonctionné et fonctionnent encore. Bon, même malgré mon départ depuis 20 ans. Bon, mais dites-moi, parce que dans le fond, le gros de votre carrière professionnelle, autant dans le monde scolaire qu'en affaires, c'était dans la région du Bas-Saint-Laurent, mais dans le fond, vous êtes arrivé ici dans la région du Richelieu il y a quoi, une vingtaine d'années, puis vous avez commencé à faire du mentorat il y a à peu près ça aussi, une vingtaine d'années. Oui, effectivement, je suis arrivé ici en 99 et je me suis impliqué à fond de train dans le mentorat en 2002. Fait que ça fait 19 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes parti du Bas-Saint-Laurent pour venir à Saint-Jean-sur-Richelieu? Ah, j'ai eu des enfants. Et les enfants, après leurs études, et puis finalement, ils sont tous allés à l'université. Et après leurs études, bien, ils trouvaient soit un emploi dans une région plutôt urbaine et également un copain ou une copine, dépendant. Et puis, ils ne revenaient pas en Gaspésie parce qu'il n'y avait pas de travail pour eux qui convenait comme tel. Et puis, leur travail qu'ils ont trouvé ici, bien, leur convenait très bien. Alors, à ce moment-là, bien, si la montagne ne vient pas à droite, tu te rapproches de la montagne. Alors, je suis venu m'installer à Saint-Jean
et je ne regrette aucune minute. Bien, regardez le paysage en arrière. Vous allez voir que c'est pas regrettable d'être à Saint-Jean. On se croirait sur la rue Champlain. Effectivement, près de l'autoroute 35. Puis, Un dites-moi, lever de soleil. on comprend donc que vous vous êtes rapproché de vos enfants au moment de la retraite, mais pourquoi ce désir de s'investir dans le mentorat et avoir duré ça pendant aussi longtemps aussi, là? Bien, le plaisir. C'est difficile de quitter quelque chose qu'on aime. Quand je suis arrivé ici, puis c'était le domaine que j'adorais, que j'aimais beaucoup. Donc, en prenant le rôle de mentor, bien, je continuais à vivre ces expériences heureuses que j'avais vécues dans le passé et qui se maintiennent à la retraite et qui, entre guillemets, me maintiennent quand même assez jeune aussi, malgré tout. J'aime bien ça pour ça. En même temps aussi, le fait que le chef mentor de la cellule du Richelieu soit honoré cette année, ça donne aussi de la visibilité au mentorat tout court. Et ça permet donc de rappeler aux gens que les gens peuvent soit devenir mentors ou être mentorés, bien sûr. Oui, nous avons effectivement toujours des besoins là-dedans, des besoins comme un mentor. Alors, j'invite les mentors à faire application en allant sur le réseau. Je pense que vous allez donner les coordonnées. Tout simplement, réseaum.com. Et il y a 2 sections. Une qui dit « Devenir mentor » et l'autre section « Devenir mentoré ». Alors, il s'agit de donner votre nom, puis votre court CV, ça prend à peine quelques minutes, nous parvient à la cellule. Puis il y a une rencontre avec vous pour vous accueillir, bien sûr, au niveau du mentorat comme mentor ou au niveau du mentorat comme mentoré. Et puis, c'est très ouvert, on est très accueillant, alors n'importe quand, et puis il n'y a pas de gêne à y avoir. Donc, félicitations encore une fois, Rosaire Quévillon, pour ce prestigieux prix national, le prix Aline et Marcel Lafrance, qui était décerné au Gala Mentorat de la semaine dernière au niveau national. Et c'est le chef mentor de la région ici qui en est le récipiendaire cette année. Donc, bravo. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à venir, les mentors et mentorés. C'est bon, merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Décor pour emporter, relâche tes couleurs, c'est une activité peut-être à faire avec la semaine de relâche en collaboration avec le musée du Richelieu. Dans le fond, on vous donne des trucs pour vous amuser à la maison, COVID oblige. Donc, pour vous renseigner, contactez tout simplement les gens du musée du Richelieu. À demain.